les gens, au moment de la fusion, sous l'égide d'Harmonie, ont mal digéré la situation. Il y avait 15 communes, il y avait 15 règlements communaux, il y avait 15 situations différentes. Et les racines des gens, c'était véritablement Gilly, Marcinelle, Monceau, etc. Charleroi, c'était un peu moins vrai parce que la conclusion sociologique de la ville faisait que le Carolo ne se sentait pas aussi attaché à son ancienne commune que le Montagnard, surtout que les Judiciaires ou les Marcinellois. Et donc il a fallu trouver une stratégie pour essayer progressivement de convaincre le Carolo que son nom de famille c'était Charleroi et que son prénom c'était son ancienne commune. De façon à ne pas bousculer. Et alors, j'ai mené en l'inverse de Magnette une politique de décentralisation. On a maintenu dans chacune des anciennes communes un hôtel de ville, un commissariat, la structure du CPS. On a voulu conserver des outils de proximité. 55 quartiers. Voilà, on a été jusqu'à rediviser en 55 quartiers, là où Magnette fait tout à fait la chose inverse, il ramène ça à 5 districts. Bien que tout le monde m'explique qu'aujourd'hui on en revient un peu, et Philippe par exemple redéveloppe des antennes, et on en revient à cette centralisation. Une fois j'étais à la police, il y avait quelqu'un qui avait cassé la vitre de ma voiture sur le boulevard, le policier dit ah, pour ça il faut aller à la police de Jumet. Et maintenant pour ceci, tout ça, il faut courir dans la ville. Et donc il a fallu beaucoup de temps pour que progressivement le Carolo ait la fierté de dire qu'il était Carolo et qu'accessoirement il était judiciaire, bien que les racines locales restent encore très fortes aujourd'hui. Évidemment, on est devant de nouvelles générations, ça s'estompe. Et donc le slogan Charleroi, j'y crois, qu'on déclinait sous toutes les formes. Le pompiste mettait Charleroi, j'y crois, tout ça pour les commerçants. Il y a eu un mouvement qui a participé à cette tentative d'identification à la nouvelle ville. Mais ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Situation différente à Liège, qui était déjà une grande ville qui s'accroissait de quelques dizaines de milliers. Mais nous, c'était on décuplait le nombre d'habitants. À part celle d'Anvers plus tard, il n'y a pas eu d'exemples différents. Et donc on a bousculé les gens dans toute une série de situations. Les taxes ont été harmonisées, le personnel n'avait pas le même statut. Donc ça a été extrêmement compliqué. Mais la campagne, voilà, c'était avec certains collaborateurs, on a trouvé le slogan et on l'a décliné autant qu'on a pu. Une autre question, un avis d'intervention? Alors, nous allons commencer au plus proche et puis au plus lointain, mais je parle de manière géographique. J'ai entendu la réponse sur les questions, j'ai lu le livre aussi, et sur les affaires, pas sur le fait de passer entre les gouttes, mais sur le fait de ne pas être au courant, entre guillemets. Vous dites vous-même que vous étiez au conseil communal, que ad Vorgré, au conseil communal, c'était justement de prendre trop la parole au conseil communal, de monopoliser l'attention, alors que Jacques Van Gompel était bourgmestre. Et que vous gardiez une certaine aura, que tout le monde vous prenait même pour la belle-mère, tellement vous monopolisez l'attention au conseil communal. Et votre défense par rapport aux affaires, pour ne pas être au courant, c'est j'étais un ami. Alors, moi, je ne dis pas que vous avez du tout participé loin de là, mais est-ce que parfois il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir? Vous n'avez pas fermé les yeux sur certaines choses pour ne pas risquer d'affaiblir le PS? Non, je ne crois pas. Dans le scénario temps, les affaires démarrent à la carolorégienne. Ça, sincèrement, le fonctionnement de la carolorégienne, je ne suis même pas sûr que le bourgmestre Van Gompel était au courant de ce qui s'y faisait. Il y avait Ilyes, Van Bergen, de Spiegelet, qui étaient les patrons de ça. Et les dysfonctionnements de la carolorégienne, à mon avis, ne remontaient même pas au collège. Forcément, ils ne remontaient pas à Namur. Comme je l'ai expliqué ce matin, je me suis illusionné pendant un moment, les premières années de mes fonctions ministérielles, je venais encore au collège.
pensant qu'on pouvait à la fois suivre les affaires de la ville et suivre les affaires de Namur. Mais ça s'est révélé impraticable, tellement la double casquette que j'avais, ministre du budget à la communauté, à la région et tous les ministères dont Busquet m'avait doté, ne m'ont pas permis de suivre aussi près que je l'aurais voulu les affaires Carolo. Donc ça commençait par la Carolo-Régienne. Donc sincèrement, quand j'ai appris les audits que je me suis fait donner, les rapports de la SNL, c'était trop tard. L'affaire était partie, Chastel l'a révélé, et bon. Et moi, j'ai lu tout ça, et bon, tout ça s'est enclenché. Et puis, il y a les dossiers de la ville. Ça, le dossier de la ville, ça, c'est encore plus complexe, parce que, bon, à un moment donné, le collège, pour rectifier l'absence de marché lancé pour un certain nombre de travaux, transforme la délibération. Personne n'est venu me la montrer à Namur pour me demander si on pouvait le faire. Donc, quand tout a été enclenché dans les affaires, il était quasiment trop tard. Et mon analyse, c'est que quand j'étais bourgmestre, quelqu'un comme de Spiegeler avait le plus profond respect pour moi, et il ne faisait pas un pas sans me soumettre sa proposition. Et ma technique, c'était une excellente idée, mais pas retenue. Voilà. Et puis, quand je suis parti à Namur, le collège, chaque échevin a eu son précaré, et Jacques a eu du mal à contrôler Caria, à contrôler De Spie, à contrôler De Mac, etc. Et on est revenu dans une espèce de confédération locale où chacun faisait un peu ce qu'il avait à faire dans sa commune. Et donc là, ça a manqué de cohérence, et on a vécu des dysfonctionnements. Mais il est clair que si, pour répondre encore plus franchement à ta question, si j'avais jamais aperçu le cadre début d'un problème qui allait se poser par la suite, évidemment que j'aurais mis mon pied dessus, évidemment que je serais intervenu, évidemment que l'autorité que j'avais importante à l'époque, je l'aurais fait jouer pour qu'on arrête de faire cela. Mais un jour, je lisais dans le journal qu'on avait fait le tour de Seychelles à vélo avec une équipe du Charron. On était trop tard, on n'était pas venu me demander quel rayon il fallait mettre au vélo. Voilà, qu'est-ce que Despie a été fait d'un tour de cyclistes aux Seychelles. Et ainsi de suite. Donc, ma réponse est franche. Non, je n'ai pas aperçu tous ces dangers qui étaient potentiels. Et si je les avais aperçus, je serais intervenu. On peut discuter très longuement, par exemple, sur les relevés de collège. Ça, c'est un débat juridique important de savoir si les événements doivent être physiquement présents pour les signer. Moi, j'ai toujours dit que ça n'était pas exact qu'ils soient physiquement, du moment qu'ils viennent co-signer, marquer leur accord sur la délibération écrite. Voilà, la délibération a lieu. Il y a plein d'organismes de l'État et de la province qui délibèrent en faisant tourner le signataire ou les documents. Donc, les soi-disant faux collèges, ça c'est un beau débat. Et ça, par exemple, j'en ai fait bon temps. Quand à la fin de l'année, il y en avait qui étaient partis, bon, voilà, ils sont venus, ils signaient. Mais donc, tout c'est le consensus. Le consensus ne doit pas nécessairement rassembler à telle heure au même moment, du moment que l'homme politique a marqué son accord sur une délibération, et il le marquait par la signature sur le document. Donc c'est le seul cas dans lequel je suis nuancé, où j'ai peut-être une responsabilité, mais bon, sincèrement, c'est pas ça qui a posé le grand problème dans les procès qui ont eu lieu. C'est plutôt scinder les marchés, c'est plutôt ne pas avoir fait de marché quand il le fallait, c'est plutôt, que Despie a bien pratiqué, avoir pris des crédits qui étaient destinés à l'instruction publique pour faire un terrain de foot, etc. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que c'est de l'argent de la ville qu'il n'a pas mis dans sa poche, il l'a consacré, mais la rigueur budgétaire fait qu'il aurait fallu repasser par le conseil communal, avoir son aval pour faire le transfert
le transfert budgétaire, c'est tout ça. Mais tout ça, sincèrement, pour l'apercevoir de Namur, il aurait fallu que tous les samedis matins, on vienne me soumettre tous les documents, ce qui ne s'est jamais fait. Oui, Oui, quelqu'un. bonsoir. Une question toute simple, toute naïve, informative. La réponse est peut-être dans le livre, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je la pose. Philippe évoquait tout à l'heure les présidents de partis avec un classement, etc. Je me demandais si au cours de votre carrière, à un moment ou à un autre, vous avez eu ou la proposition, ou l'opportunité, ou simplement le souhait, le désir de le devenir, du PS évidemment. Et si oui, pourquoi ça ne s'est pas fait, et sinon, pourquoi? Non, ce n'est jamais. D'abord, personne ne me l'a proposé parce qu'il fallait, me semble-t-il, être un homme de consensus, ce que je n'étais pas suffisamment. Donc, pour être président du parti, il faut avoir une assise quasiment positive dans toutes les fédérations. Moi, je représentais une tendance déjà à ce moment-là, une tendance un peu rebelle. Et donc, à mon avis, j'aurais été difficile de recueillir un consensus nécessaire. Et le métier ne me plaisait pas. Parce que président du parti, c'était au sommet de l'édifice, avec un pouvoir extraordinaire, avec une équipe, avec l'Institut Milton qui contrôle tout ce que les autres font. Et donc, toutes les semaines, il y a une réunion avec les ministres socialistes régionaux, une réunion avec les ministres socialistes communautaires, une réunion avec les Bruxellois un peu mieux parce qu'ils sont plus autonomes. Et donc, le président du parti, non seulement il doit contrôler, on lui soumet tout, on lui soumet les nominations, c'est ce qui m'amène à parler de la réhabilitation, qui ne s'est jamais fait. Donc, et là, en plus, derrière tout ça, un travail idéologique important à présenter. Donc, il a des dossiers précis, tout ce que Dermagne fait au gouvernement, tout ça est d'abord passé par des notes à Magnette qui valise ou n'avalise pas. Le pouvoir des présidents du parti d'injonction sur l'appareil, les ministres, est énorme. C'est un métier que je ne ressentais pas. J'ai toujours été un municipaliste, régionaliste, et puis je suis devenu un régionaliste municipaliste. C'est ce combat-là qui me plaisait. J'ai refusé plusieurs fois d'être ministre fédéral. Comme je le dis dans le livre, Verhofstadt avait dit à Di Rupo, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme Vanco dans mon gouvernement fédéral. Un, je ne dis pas en mode flamand, à part bonjour et au revoir. Et deux, ce n'était pas non plus mon terrain plus favorable. Musquin m'avait proposé l'intérieur. Et donc, c'était au niveau local ou régional que je souhaitais développer mon action et jamais comme président du parti. Ça ne m'a jamais effleuré. Je ne me suis jamais dit que je pourrais le devenir. Un jour, il y a eu une conversation à la Côte d'Azur avec Michel Dardenne. Et Michel Dardenne, après une soirée plus qu'arrosée, il me dit « Est-ce qu'on ne ferait pas un grand deal ?» Bon, oui. Moi, je tiendrai président du parti et toi, ministre-président wallon. Et je vois sa femme, je lui dis, toi, président du parti, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais bon, Jean-Claude peut être président du parti et moi, ministre-président wallon. Voilà, c'était... À part cette conversation-là, tout à fait loufoque et il faut vérifier. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Non, mais comme quoi, à un moment donné, donc moi j'ai dit à Dardenne, écoute, président du parti, il faut affronter les congrès. Tu n'es pas un orateur. Il faut être capable d'enthousiasmer les foules au 1er mai, tout ça. Il avait bien difficile de prononcer le discours avec son ton lent. Donc, devant mes objections, il m'a dit, oui, mais nous, il n'y a pas de souci, mais toi, tu es un meilleur orateur, tu ne le serais pas. Et moi, je dis, bon, c'est pas comme ça, le soir, à la fin d'une gala, qu'on se partage les deux fonctions les plus importantes du parti, mais c'est la seule fois où ça a été évoqué. Pas fort sérieusement.
je n'habite pas à Charleroi, donc je me posais une question, je m'intéresse quand même à la chose politique et à la chose publique. Quelles sont les différences, les divergences, les points communs entre Jean-Claude Van Coenberg et Paul Magnette? S'il faut le dire vite. Hein, je sais pas. Ou alors on retient pour la soirée. Je sais pas. Je les aborde dans le livre assez sommairement. D'abord, il y a plusieurs périodes dans nos rapports. Moi, j'ai eu un parcours politique cabossé, difficile, fait de combats. Chez les JS, j'étais déjà contesté. Pour être bourgmestre, je me suis continué le congrès contre Émile Henry et Seron. Comme bourgmestre, on ne m'a pas facilité les tâches. Comme je suis devenu ce que je suis devenu par mes voix. Je n'ai pas été parachuté. Un jour, quelqu'un ne s'est pas dit, ce type-là est fort intelligent, on va l'envoyer sur tel ou tel front. Donc, quand Magnette a été désigné, j'ai ressenti ça comme un parachutage que je n'appréciais pas. Moi, j'ai mis les chaises dans la maison du peuple à l'âge de 16 ans. Je ne me souvenais pas qu'il était venu nous aider dans ce genre d'exercice. Et donc, les premiers rapports ont été des rapports conflictuels. En plus, c'était pas simplement d'être parachuté, il devenait tuteur. Il devenait tuteur de l'USC, qu'on avait mis sous le boisseau. Je note d'ailleurs qu'à Bruxelles, on n'a pas osé le faire, et à Liège, on n'a jamais osé mettre la fédération sous tutelle, ni l'USC sous tutelle. Comme quoi, à Charleroi, vous abattiez un homme, vous pouviez mettre la structure sous tutelle, à Liège, il fallait en abattre 5. Et donc, le parti a toujours, de manière que je reconnais, géré très différemment les deux situations. Donc, le début d'un rapport est conflictuel, je n'aime pas cette méthode, je n'aime pas les parachutés, je n'aime pas la tutelle. Et donc, j'ai mené, avec les excès dont je suis capable, on tenait des réunions secrètes à Génie, j'ai créé un journal Le Rebelle, qui n'avait pas beaucoup d'exemplaires, mais tout le monde le photocopiait à l'hôtel de ville pour dire tout le mal que je pensais de ceux qui étaient là, et donc voilà. Et j'ai lutté comme ça jusqu'au moment où, finalement, le temps a passé, et mon opinion a évolué. Magnette a eu la caution électorale remarquable quand il s'est frotté à l'électeur, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça s'est imposé à moi qui avait toujours privilégié les résultats électoraux, les cautions électorales, plutôt que les coups de pouce. Et donc, l'homme, au fur et à mesure, m'a impressionné. Il m'a impressionné par son intelligence, brillantissime, il est Didier dans le livre. Quelqu'un d'assez extraordinaire comme homme politique, qui est venu à Charleroi, qui a repris les affaires en main, qui a repris la direction. Et alors là, il y a qui a été, ça a été fort déterminant, qui a été tout à fait correct avec mon fils, dans un second temps, parlons pas du temps de viseur, et qui entretient des rapports normaux, loyaux, efficaces, paternels avec Philippe. Donc j'étais sensible au fait qu'ils ne poursuivent pas vis-à-vis de mon fils une querelle politique qui était entre nous deux. Alors les différences, il y en a une fondamentale, c'est que pour diriger une ville, comme je l'ai dit, il faut être un peu dictateur. Une ville qui a 5-6 000 fonctionnaires avec le CPS, les services, tout ça, il faut une autorité. Pour ne pas avoir eu assez d'autorité dans un ancien collège, on a eu tout ce qu'on a vécu. Il faut une autorité. La grande différence entre Magnette et moi, c'est que moi, je le reconnais. Et lui, il essaie de se faire passer pour un démocrate, un mal débat et tout ça. Tout ça, c'est évidemment loin de la réalité. Il est comme moi, sauf qu'il ne le reconnaît pas. Alors, là où il m'a vraiment persuadé, c'est son engagement wallon. Ça, le dernier discours qu'il a fait comme ministre-président, il me dit, je n'ajouterai pas un mot. Tout ce qu'il a écrit sur la Wallonie, sur l'identité wallonne, est vraiment remarquable. Rien à voir avec Di-Rupo. Je fais la différence entre, justement, Di-Rupo belgicain et Magnette, qui a un vrai sentiment wallon, enraciné chez lui.
une conviction que je ressens à travers ses écrits, ses prises de position. Je ressens la même maintenant pour Thomas d'Hermine. Et donc tout ça est intéressant. Là où on se sépare, c'est il est un centralisateur, j'étais un décentralisateur. Et donc le fait d'avoir fait des districts, de rassembler les choses en certains lieux, tout ça ne me paraît pas aller dans le bon sens. Ben voilà, en politique, on peut avoir une opinion, et nous n'avons pas la même opinion sur ce sujet-là. Nous n'avons pas la même opinion sur un certain nombre d'investissements. Bon. Mais tout ça, n'importe quel homme politique, et en face de lui, il y a toujours un autre qui n'épouse pas à 100%. Mais globalement, heureusement que Charleroi là, la grande difficulté, c'est le cumul. La grande difficulté d'un homme comme Paul Magnette, c'est de gérer un parti socialiste qui est de plus en plus complexe, avec de plus en plus de participation dans différents pouvoirs et de complexité des problèmes, tout en étant à Charleroi sur le terrain. Donc c'est ce que j'entends notamment reprocher, c'est qu'il ne va pas. Van Gompel a fait 230 réunions de quartier. C'est au Guinness Book des réunions de quartier, Van Gompel, c'est le roi. Il allait dans chaque commune, dans chaque quartier, avec une équipe, on prenait la vie des gens. Il avait créé une équipe d'éco-cantonniers. La semaine après le passé, il y avait une intervention directe sur tel égo, toutes les choses qu'on savait faire rapidement. Bon, aujourd'hui, c'est par la télévision, c'est par les médias que le bourgmestre communique davantage que sur le terrain. Mais bon, c'est difficile de faire les deux à la fois, bien que je ne nie pas que le fait d'avoir le président du parti dans sa ville est un avantage. Parce que depuis que je suis en politique, tout le monde sert un peu sa région ou sa ville. Quand je suis devenu ministre sous Collignon et sous Laurette Anquelet, Collignon m'a reçu dans son bureau et m'a fait une grande leçon. Il me dit, Jean-Claude, ici, le sous-régionalisme n'a pas sa place, tu dois te hausser. Donc il disait, on m'envoie un Carolo, il pensera qu'aux affaires de ça. Non, il faut, bon, gouvernement suivant, il y a 3 dossiers de Hamel. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, il n'y a pas de sous-régionalisme, mais on a tout d'un coup 3 dossiers importants qui passent pour Hamel. Comme quoi, fais ce que j'ai dit, pas ce que j'ai fait. Et donc, le fait d'avoir un ministre, un président dans sa ville, sert la ville. C'est vrai du temps d'Hospital, c'est vrai plus modérément du temps de Busquin, parce qu'il ne savait quand même pas mettre du marque partout à Senef. Et ça, c'est quand même une force. Je pense que s'il n'était que bourgmestre de Charleroi, il n'aurait pas l'audience, il n'aurait pas l'influence qu'il a aujourd'hui, qu'on a quand on est président du parti, parce que c'est lui qui nomme les ministres. Il n'y a pas de miracle. C'est le président du parti qui fait les ministres et qui fait les responsables principaux. Et donc c'est là que j'aime raconter cette affaire de la réhabilitation, parce que franchement je trouve que c'est pas, si j'ai le temps, que c'est pas correct. Un jour, Tommy Leclerc me téléphone, à 9-10 heures du soir. Il me dit, Jean-Claude, est-ce que le président du groupe peut t'appeler? Il peut m'appeler quand il veut, etc. Et bon, effectivement, après, j'ai Diroupo au téléphone. Diroupo me dit, Jean-Claude, j'ai une idée pour ta réhabilitation. Est-ce que tu serais intéressé à présider l'Institut Wallon du tourisme? C'est magnifique. On n'est plus rien, mais quand même, on a l'autorité de quelqu'un qui a été ministre pendant 10 ans, ministre-président, vendre la Wallonie, la vendre à l'étranger, accompagner des missions princières. Bah, je dis ça, je l'aurais bien embrassé à travers le téléphone. Et bon, je dis, je dois faire quelque chose, je dois poser ma... Non, je m'occupe de tout. Bon, la semaine d'après, je lis dans la Libre, la nomination de Vanco à l'IOT pose problème. Je dis, bon, voilà. Et puis il y a un autre journal, il y a une contestation sur la nomination de Vanco. Donc, j'ai demandé à Diroupo. Il me dit, comment ça devient? Écoute, il me dit, il y a
il y a une opposition massive de la Fédération de Charleroi. On cherche des lettres. Massin fait une intervention de grave violence au bureau du parti. C'est un peu embarrassant. J'ai dit oui, mais c'est plutôt que président. De mon temps, pendant 10 ans de ministère et vice-président, le parti me disait c'est machin qu'il faut digner comme inspecteur général de la marque. On exécutait, on ne discutait pas. Et donc ici, alors, Magnette Artillerie, qui était ministre d'Artillerie le point du gouvernement wallon, on n'a plus entendu parler de l'affaire, si ce n'est que c'est un collaborateur montant du repos qui est devenu président. Donc moi, j'avais rien demandé au téléphone en me disant voilà une belle réhabilitation. J'étais enthousiaste. Et puis après, dans la coulisse, alors il y a deux analyses possibles. Ou bien c'est du repos qui n'a pas été assez insistant, ou bien c'est Magnette qui a réussi le croche-pied final. Voilà. J'ai peine, enfin je crois que c'est les deux. Une dernière intervention? Oui, si vous. Et alors, j'imagine, sans vouloir couper le sifflet à qui que ce soit, que s'il y a d'autres questions, vous trouverez peut-être des réponses dans le bouquin que je vous incite à trouver de l'autre côté. Mais, et puis, il est encore possible de converser dans les pièces là-bas de l'autre côté, comme vous voulez. Voilà, ou alors vraiment une dernière intervention, la toute dernière. Non, mais c'est bien. Mais je laisse la conclusion que tu viens de faire déjà à Philippe. Ah bien, voilà. Oui, la conclusion, je crois qu'on a appris pas mal de choses, et puis on a surtout appris que Van Gogh avait encore beaucoup à dire, que personnellement, des choses que j'ai apprises, tout d'abord en lisant le bouquin, puis en me les faisant confirmer de vive voix. Je ne sais pas qui a écrit quelque part le vieux lion est encore un coq de combat ou quelque chose comme ça, non? C'est à peu près ça. Pour un homme qui a collectionné autant de coqs. Voilà, on aura... Je vous souhaite d'avoir appris quelque chose et, s'il vous plaît, merci encore, et puis je vous confirme qu'il est possible de passer à côté, mais Jean-Claude a toujours aimé avoir le dernier mot. Bon, il va encore l'avoir une fois. C'est que depuis que ce livre est terminé, depuis le travail avec Didier, il y a toute une série de thèmes, de choses que j'ai oublié de dire. Et donc, on ne va pas faire un nouvel exemplaire, mais par exemple, ma première rencontre avec François Mitterrand. Il y a un grand congrès des municipalistes français à Villeurbanne, chez la cité de Charles-Hernu. Et je rencontre mon roi que je connaissais, il me dit puisqu'il y a quelqu'un de chez vous en Belgique, est-ce que tu peux dire demain quelques mots quand François Mitterrand sera présent? Donc il y a une multitude dans la salle de basket de Villeurbanne. Mitterrand entre, il est le premier secrétaire, M. Desjardins, vedette, il entre avec sa cour, etc. Il va à la tribune, et c'est Gaston Defferre qui préside le congrès. Et Gaston Defferre, à un moment donné, il dit « Et maintenant, camarades, nous allons donner la parole à Jean-Claude Van Cauverberge, président de l'Union sportive de Charleroi. » Les multiples se disent que ce type qu'on fait lui, il n'a pas une prestance de sportif, donc je corrige en disant c'est l'Union socialiste de Charleroi, etc. Et donc on m'invite à m'asseoir à côté de François Mitterrand qui m'a dit bonjour et il ne m'a pas dit un deuxième mot. Donc je suis resté là-bas, calé, et Harmonie qui voit ça à la télévision m'appelle en disant « Qu'est-ce que tu as été faire là-bas à ma place ?» Moi, j'avais simplement été à un congrès et c'est par hasard qu'on m'a donné la parole. Donc, je n'ai pas parlé non plus de Follon, avec qui j'étais devenu fort ami. Donc, j'ai assisté au mariage avec le prince de Monaco et différentes personnalités. Je n'ai pas parlé de Sampaio, le président de la République portugaise, qui était maire de Lisbonne et qui est venu faire un meeting en ma faveur à la ruche.
parce qu'on était devenus très proches. Je n'ai pas parlé du prince Laurent. Le prince Laurent, c'est pas du tout Albert, c'est pas du tout Philippe. Donc, par exemple, un mec qui m'a skaté me dit, monsieur le ministre, quand j'étais abbé, le prince Laurent est en bas, il vient dire bonjour. Comment il vient dire bonjour? C'était prévu. Non, mais il a été dit bonjour à José et il vient dire bonjour. Il monte, heureusement, on parle, on prend un café, etc. Et en fait, il voulait me convaincre d'aller avec lui en